il est vraiment le temps de vos questions. Alors je ne sais pas très bien comment ça se passe. Voilà, Laurent Tertrais qui pose les questions qui sont les vôtres. Il y a beaucoup d'internautes qui posent des questions autour très concrètes sur les PME. Est-ce qu'il y a des clivages entre les cadres des grands groupes ou des petites entreprises? Est-ce qu'il y a des particularités de la fonction cadre dans des PME? Voilà, ça rejoint peut-être les questions de... Peut-être qu'en PME, on arrive mieux à faire passer de l'aménagement de coopération et le sentiment de confiance. Deuxième question très précise autour des outils de mise en débat du travail, de son organisation, notamment sur la GPEC. Donc question concrète, est-ce qu'il y a un bilan sur la GPEC autour de la fonction des cadres, 10 ans après les négociations sur l'aménagement du temps de travail? Où en sont cette mise en débat et ces outils d'organisation du management? Alors, sur les PME peut-être, François? Oui, sur les PME, évidemment. Évidemment, et je pense que... Et là, je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure. La problématique de l'organisation du travail est de toute façon différente pour tous les salariés, donc y compris au niveau des cadres. Comment dirais-je, la présentation de Pierre sur, comment dirais-je, la différence entre le cadre dirigeant, donc le dirigeant qui est plus le cadre, et le cadre, le problème se pose d'une façon totalement différente dans la PME, parce que d'une part, la fonction du dirigeant est beaucoup plus identifiée. C'est généralement un chef d'entreprise qui est souvent ou le gestionnaire ou le propriétaire de l'entreprise, et le cadre fait multiples fonctions. La fonction d'une part de relais bien souvent des décisions, la fonction d'organisation du travail, la fonction de technicien. Donc inévitablement dans ce cadre-là, l'organisation du travail, la situation du cadre est différente. On parlait tout à l'heure de cadre de proximité. La notion de cadre de proximité, elle existe ou elle est que ça dans la PME. On ne peut pas comparer le cadre inévitablement et sa responsabilisation, lui. C'est la raison pour laquelle le débat sur les stock options se pose aussi beaucoup dans les PME, parce que c'est comment utiliser, je dirais, toutes les ressources intellectuelles du cadre dans une PME qui n'a pas les moyens de le payer, ce qui est différent de grande entreprise. Donc voilà, je crois que c'est souvent pas le même métier. D'accord, sur la GPEC, est-ce que... Barbara Dalibard peut-être? C'est large. Oui, la GPEC, c'est large, parce que là aussi, c'est un sujet, je le disais tout à l'heure, sur les parcours professionnels, les problèmes se posent pas d'une façon très différente pour le cadre pour les autres. Donc l'utilisation de la GPEC est évidemment un outil essentiel pour pouvoir anticiper sur l'évolution de ces parcours professionnels. Et ça, pour les cadres, qui ont en plus des spécificités dans leurs compétences particulières, c'est un élément qui est fondamental. Le regret, c'est que, y compris cette formation et cette GPEC, sont faits pour maintenir la compétence dans l'entreprise et pas obligatoirement pour voir non pas l'évolution de l'entreprise dans le temps, mais aussi la capacité, on parlait d'employabilité, l'employabilité dans la formation, dans la GPEC, elle est considérée comme celle du cadre dans l'entreprise, mais pas celle du cadre en tant que personne qui pourra avoir un parcours professionnel, qui peut quitter cette entreprise-là. Et là, c'est là tout le problème pour le cadre. Une autre question? D'autres questions? Voilà, je pense que ça marche. J'ai regroupé donc des questions qui ont été posées par papier sur la salle. Pardon, parce que en regroupant, évidemment, on en enlève forcément un petit peu. Il y avait des questions qui portent sur... j'allais dire presque le rôle des organisations syndicales en relation avec le management. Je ne sais pas si c'est la question des tiers représentants et de la complémentarité ou du conflit entre ces tiers représentants. Et en particulier, plusieurs questions demandent, mais comment convaincre les dirigeants de sortir du tout quantitatif dans les méthodes d'évaluation, dans le reporting, et quel est le rôle à ce moment-là des organisations syndicales du dialogue social? Première question, une partie était notamment posée à Barbara Dalibard pour la SNCF. Sur l'évaluation, il y a une question aussi qui n'est pas une question, une affirmation, qui est aussi de dire, d'accord, on veut bien critiquer le tout quantitatif, il y a aussi les excès du tout subjectif, de la tête du client, etc. Deuxième
deuxième volet de questions autour des parcours. Je vais poser les trois questions et puis après, je crois que la table ronde pourra répondre. Autour des parcours, la question de la GPEC a été posée. Il y a des questions autour de l'entrée dans la vie professionnelle et des discriminations qui restent fortes, notamment, on a parlé des discriminations dans les parcours professionnels, lors des promotions, mais des discriminations qui sont très fortes à l'entrée. Il y a une question sur les fins de carrière également, sur les seniors cette fois. Est-ce que la question, pardon, était un peu plus précise sur les discriminations à l'entrée ou... Elle parlait notamment des discriminations hommes-femmes, je crois. Les femmes, voilà, et la loi sur la parité en entreprise et dans la fonction publique. C'était ça la question. Une question sur les seniors, avec une question notamment qui était posée particulièrement à François Chérec sur la relation entre les fins de carrière et la réforme des retraites. Et puis, troisième type de question autour de... On a beaucoup parlé de management cet après-midi, de rôle dans les organisations. Une question rappel, dit par exemple, dans mon entreprise, on est 97,5% de cadres, c'est-à-dire ce sont plutôt donc des cadres qui sont d'abord des experts, des ingénieurs, des scientifiques. Il ne faut pas, je pense que le fond de la question, c'est pas dit comme ça, mais il ne faut pas les oublier. Et puis, deux questions encore sur les différentes catégories où on revient sur la question des cadres de terrain. En disant que ce sont eux aujourd'hui qui sont le plus au cœur des contradictions et qu'il faudrait probablement avoir une réflexion particulière sur eux. Et dernière réflexion sur les cadres supérieurs cette fois, et sur leurs relations, non plus avec les organisations syndicales ou avec les actionnaires, mais sur les relations avec le monde politique. Et je pense ne pas trahir la question en la formulant ainsi, en disant quelle relation entre ces dirigeants d'entreprise, ces cadres supérieurs qui font la politique, et les hommes politiques n'étant que leur interprète. Alors je ne sais pas, évidemment il y a beaucoup de choses. On peut peut-être commencer par la dernière, Thierry Pay, je ne sais pas, sur les relations endogènes entre le monde de l'entreprise et le monde politique. Je sais pas, si vous avez des informations, communiquez-les-moi, mais non, mais... eh bien, vous... Ah, pas là-dessus. Non, je veux bien revenir en revanche sur... Allez-y. Chacun fait son marché. Hein. Voilà, allez-y. Quelle question vous intéresse? Je vous dirais quelle réponse m'intéresse. La première, comment convaincre les dirigeants de sortir du tout quantitatif. Ouais. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on ne peut mesurer que ce qui est mesurable. Donc on s'attache à des choses qui peuvent être secondaires, mais qui ont cet immense mérite d'être mesurables. C'est un peu comme le fou qui cherche la pièce qu'il vient de perdre sous le réverbère. Il l'a perdu beaucoup plus loin, mais il la cherche là parce que là, il y a de la lumière. Donc si vous regardez par exemple ce que donnent les indicateurs de performance appliqués à la fonction publique, on a dans la LOLF toute une batterie d'indicateurs pour mesurer par exemple la performance de la justice. On ne peut pas mesurer ce qu'est un bon jugement. Comme disait Pierre tout à l'heure, on ne mesure pas la singularité des choses. Un bon jugement, voilà, le jugement qu'on peut porter sur le jugement suppose qu'on en connaisse les circonstances, l'affaire, au fond, la particularité, les individus. Bon, non, alors ça on ne peut pas mesurer. Donc on mesure la longueur du procès. Un bon procès, c'est un procès court du point de vue financier. Bon, c'est ça qui ne va pas. Alors bien sûr qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr que les entreprises se fixent des objectifs. Tout ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que ces indicateurs de performance arithmétique, numérique, ils ont quantité d'effets pervers. Regardez le petit livre qu'avait fait Maya Beauvalet, Les stratégies absurdes. C'était une longue liste d'effets pervers liés à des indicateurs chiffrés de performance. Donc voilà, c'était juste pour répondre en partie à cette question-là. Alors, F. Cabello, vous voulez évoquer plusieurs points également, notamment les entreprises où il y a 100% de cadres. Je vais juste rebondir là-dessus. La grande confusion des entreprises, c'est de mélanger la question de la mesure, de la quantification avec la question de l'évaluation. On imagine que parce qu'on a mesuré, on a évalué. C'est complètement, c'est stupide. L'évaluation, c'est de porter un jugement, voilà, sur une situation. Et la mesure est éventuellement une aide. Donc il y a une sorte de télescopage, en partie lié à la réaction de la personne en disant mais le quantitatif, on sentait bien ça, c'est quand même objectif. Voilà. Non, c'est pas forcément objectif. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait pour juger de quelle situation. Voilà. Donc il faut arriver à dissocier ces deux moments
en fait, de la quantification et de l'évaluation. Alors, juste, oui, je voulais aussi rebondir sur le capitalisme d'innovation dont parlait Pierre Rosanvallon tout à l'heure, et sur ces entreprises qui sont faites que de cadres, en fait. Parce que ça nous ramène à la question le cadre d'aujourd'hui, il est en partie largement non encadrant, et il est devenu un producteur de cette nouvelle économie de la connaissance. C'est devenu un producteur comme un autre, en fait. Hein. On prend dans tous les services informatiques, les télécoms, tous les services, comment dire, donc ce sont des endroits où il y a une très forte intensité en travailleurs qualifiés, mais ce sont des producteurs. Et donc la grande découverte en quelque sorte de la catégorie 4, à supposer que la catégorie 4 découvre des choses, hein, bon, ça, mais la grande découverte de la catégorie 4, oui c'est ça, voilà, et donc c'est que les cadres sont des travailleurs qui sont soumis donc au même type de pression que celle qu'ils organisaient peut-être à une époque, c'est-à-dire on prescrit leur travail, on les déplace. Ils n'ont pas leur mot à dire forcément sur l'organisation du travail dans lequel ils sont pris, etc. Ils sont soumis à des pressions, à des surpressions, donc ils découvrent en partie l'exploitation. Hein. On parlait d'aliénation, mais ils découvrent aussi ça. Ils découvrent la délocalisation grâce au NTIC, puisque maintenant une grande partie des services partent aussi vers des pays de bas coût, hein. Donc les services de R&D, des services d'informatique, etc. Et donc c'est vrai que une partie de la catégorie des cadres, finalement, expérimente des situations de travail qui sont très proches de celles que la sociologie du travail a longtemps décrites pour d'autres catégories, hein, comme des moments d'extrême pression où on presse le citron, mais c'est aussi parce qu'ils sont devenus en position de produire directement la valeur et pas seulement d'organiser le travail des autres. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est important parce que c'est vrai que ça les rapproche énormément et c'est lié aux transformations morphologiques du capitalisme, de l'endroit où se crée la valeur et sur quel type de production. Alors, avant de parler des seniors et des retraites avec François Chérec, Barbara Delibar, il y avait une question qui vous était particulièrement adressée sur comment convaincre les dirigeants de sortir du tout quantitatif. Oui, alors, enfin, il y avait cette question, et puis il y a ça, le rôle des organisations syndicales. En relation avec le management. Hein. Alors, pour prendre l'exemple de la SNCF, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a mis en place il y a un an qui a de l'intérêt, qui est un comité spécifique du conseil d'administration, qui est d'ailleurs présidé par un cadre de la CFDT, et qui donc associe les représentants des organisations syndicales qui sont au conseil, et puis d'autres membres d'ailleurs, et devant lequel nous, le management, on planche pour expliquer, par exemple, l'évolution des métiers, etc. Et donc, si je prends l'exemple de la GPEC qui a été traité tout à l'heure, moi j'ai un sujet spécifique à la SNCF important qui est, avec ces évolutions de nouvelles technologies, l'arrivée de l'Internet, que va-t-il se passer pour les gens qui sont dans les guichets, hein, et dans les gares, voilà, versus effectivement ce qui se passe par exemple dans les trains où je vais sans doute avoir besoin de plus en plus de personnel pour accompagner les clients. Et donc présenter ce type de projet, le travailler et échanger me paraît absolument fondamental. Ce comité finalement c'est une instance, mais on peut créer finalement et on doit créer les opportunités de pouvoir vraiment travailler à fond avec les organisations syndicales pour intégrer ce type d'éléments. Ça me paraît une dimension fondamentale du rôle du management. Alors après, quand je viens sur les aspects quantitatifs et en écoutant Pierre Rosanvallon, en fait, je réfléchis à quelque chose qui est très difficile, je trouve, pour le manager et manager, dirigeant, cadre, ce qu'on veut. C'est finalement, on se rend compte, et on l'a tous dit, je crois, que le comment est fondamental dans l'entreprise. Comment on mène des projets, on gère des transformations, on aide finalement chaque salarié, chaque cadre à trouver sa place dans un futur le plus brillant possible, même quand les situations sont difficiles. Donc on a parlé de respect, on a parlé de reconnaissance, on a parlé de pousser les collaborations, et finalement dans l'évaluation qu'on a des individus, cette question, alors je dirais de la psychologie des personnes et de comment ils gèrent ce comment, est fondamentale. Moi aussi, il commence à battre de l'aile. Et je trouve qu'il y a une question d'éthique, en tout cas que moi je me pose chaque fois, c'est quand vous savez que dans ce comment, certains, effectivement, agissent de façon plus ou moins acceptable, ou quelquefois d'ailleurs inacceptable. Et moi j'ai eu à prendre des décisions difficiles sur des cadres qui avaient des comportements inacceptables vis-à-vis de leurs salariés. Et là vous vous retrouvez dans une position qui est à la fois de
respecter cette personne qui a commis des erreurs, qui a un impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la satisfaction au travail, la qualité de travail de son salarié, je dirais, en pilotant l'ensemble du système. Et là, je trouve que c'est une des difficultés de l'évaluation, c'est qu'on est forcément sur une partie qui est qualitative, subjective. Ce qui me paraît important dans tous les cas, c'est de parler, de pouvoir avoir de la transparence, en tout cas dans le discours, sur ce qu'on considère soi-même. Et là, je pense que les aspects d'exemplarité, alors, je dirais c'est un bien grand mot, mais sont fondamentaux. Qu'est-ce qu'on, nous, on accepte? Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on souhaite que dans l'entreprise, on respecte? Et comment, effectivement, ce message, on va le passer au travers de l'ensemble de la chaîne hiérarchique et comment on va l'intégrer dans le système d'évaluation des cadres d'abord. Mais je dois dire, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, que dans des cultures, alors avant j'étais chez Orange, hein, j'avais des équipes dans tous les pays du monde. Quand vous recevez un mail, je reviens sur l'intrusion du mail, hein, de quelqu'un au Caire, une jeune femme qui vous appelle et qui vous dit, voilà, mon manager au Caire est en train de me harceler. Et alors là, vous êtes en Égypte, et vous vous dites comment moi, à Paris, je vais être capable de prendre les bonnes décisions sur ce manager, comprendre ce qui se passe, comment je me fais aider pour prendre la bonne décision pour ces deux personnes. Hein. Je peux vous dire, moi, j'y passe un peu de temps. De la même façon, j'ai eu un manager international qui, au bout de 3 mois, rendait les gens fous chez lui. Donc, vous lui parlez une fois, vous lui dites, ça va pas, là, tu les rends fous, une deuxième fois. Et après, qu'est-ce que vous faites? Et comment on arrive à trouver, j'allais dire, une place pour chacun, une place pour tous, dans l'entreprise, en gérant le comportement et la psychologie des gens? Je trouve que c'est la tâche, finalement, la plus difficile du manager. François Chérec, alors c'est une question peut-être un petit peu plus large, mais après tout nous sommes à la fin de la journée, la question était ouverte sur les retraites, les fins de carrière. Je crois que vous venez de terminer, ou presque, un tour d'horizon, un tour de rendez-vous avec l'ensemble des candidats à la présidentielle. Je ne sais pas si vous avez vu les 10, vous allez nous dire ça. Je ne sais pas ce que dit Jacques Cheminade sur la question, mais qu'est-ce que vous en tirez déjà d'ores et déjà comme conclusion et promesses éventuelles pour l'avenir? Je vais quand même répondre avant aux quelques questions qui m'ont été posées. Oh, écoutez, non mais est-ce qu'il y a, alors, petit point d'organisation, est-ce qu'il y a une autre dernière série de questions ou pas? Attendez, non. Voilà. Vous savez, vous me connaissez en tant que journaliste, j'ai un défaut, je réponds à toutes les questions qu'on me pose. C'est ma différence avec les politiques parfois d'ailleurs. Et j'ai un autre défaut, c'est que je tiens à votre interview, paraisse dans les Échos demain. Exactement. Non, mais très rapidement sur les questions qui sont importantes, le rôle des organisations syndicales, je me suis senti un peu visé sur la relation management, dialogue social. Très vite là-dessus. Je pense qu'on a deux actions prioritaires à mener. D'une part, faire en sorte par notre action que ces problèmes de relations, management, organisation du travail soient parlés dans les différents lieux de travail, soit parlé. Alors qu'est-ce que je dis quand je dis soit parlé? Ça veut dire qu'il faut que nous, on organise ou qu'on obtienne des lieux de parole, d'écoute, d'échange sur ces sujets-là, sans obligatoirement faire en sorte que ce soit nous qui les organisions. Alors ça peut paraître étonnant, mais je pense que ces sujets d'organisation du travail, c'est aussi un élément de la relation privée entre le cadre de proximité qui, la question était là-dessus, le cadre de terrain, il est fondamental là-dessus, il est au cœur, il est le soldat de cette organisation-là. Donc comment on fait en sorte que ce cadre de proximité ait aussi la possibilité de travailler, d'écouter, de parler. Après, notre deuxième rôle, c'est qu'en fonction de ce qui se dit dans ces groupes, et je répète qu'on n'a pas obligatoirement comme fonction de les organiser, nous, dans le débat, mais en fonction de ce qui se dit dans ces groupes, faire en sorte que nous, on fasse ensuite de ce qui se dit des revendications pour faire notre travail de syndicaliste. Alors comment on fait si on n'est pas dans les groupes? Simplement on a des adhérents dans les groupes et on les écoute et on fait en sorte qu'on soit leur porte-parole. Alors si on n'a pas d'adhérents, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot et on s'arrange pour avoir des adhérents dans ces groupes. Deuxième élément, sur tout ce qui est l'entrée au travail du jeune cadre, la discrimination, vie professionnelle. Alors là, très rapidement aussi, c'est l'interview, j'en ai parlé ce matin, j'espère qu'ils reprendront, mais comme c'est d'excellents journalistes, ils le feront. J'ai dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on réfléchisse
sur, je dirais, les 30 milliards d'euros qui sont utilisés pour aider les entreprises sur les bas salaires, comment on fait en sorte qu'une grande partie de ces moyens soient utilisés d'une façon active. Et qu'est-ce que je veux dire par là, d'une façon active en fonction du comportement, je dirais, social de l'entreprise. Est-ce qu'on aide des entreprises qui ont une action positive sur les discriminations entre les hommes et les femmes, y compris à l'embauche vis-à-vis des jeunes? Est-ce qu'on aide les entreprises qui ont une action positive vis-à-vis du travail des seniors? Donc faire en sorte non pas qu'on retire cet argent qui est énorme dans un budget de l'État, 30 milliards d'euros, qu'on le retire, mais qu'on le flèche sur des actions positives de ce type. Et au lieu d'imposer des négociations sans que ces négociations soient conclusives sur les discriminations entre les hommes et les femmes, on ferait plutôt aider les entreprises en fonction et lier ça à des objectifs sociaux, à la rémunération des dirigeants sur des objectifs sociaux qui comportent ces éléments-là. Je suis sûr que ça avancerait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si le patron avait ne serait-ce qu'un quart de sa rémunération fixée non pas en fonction des objectifs financiers qui sont des actionnaires, mais aussi des objectifs sociaux que lui donne la loi, je pense qu'il aurait beaucoup plus de motivation pour les atteindre. Alors, dernier sujet sur la fin de carrière, sur les retraites. Décidément, à chaque fois que je suis à un endroit, on me rappelle, je suis sous le sceau des retraites depuis 10 ans. C'est un destin, quoi, les retraites. Alors, comme en plus on en parle dans les trucs, et en plus on me pousse à aller voir les candidats en disant il faut avancer la prochaine réforme des retraites. Vous voyez, bon, peu importe là-dessus. Sur l'élément des retraites, alors, c'est délicat. Pourquoi je dis c'est délicat? Parce que, d'une part, moi j'ai tendance, puisqu'on parle des cadres, je veux dire, le problème des cadres n'est pas tant le décalage de l'âge de départ. Autrement, tout ce que j'ai dit pendant la réforme des retraites, je me suis trompé, alors c'est possible, mais comment dirais-je, le problème pour les cadres, c'est pas tant que l'âge de départ soit 60 ou 62 ans, c'est la durée de cotisation. Hein, on est bien d'accord entre nous. Bon, ça va, je joue à domicile, comme dirait l'autre, mais c'est un élément... Non, mais c'est un élément important, parce que ça veut dire que l'approche de ce problème-là, il est différent, parce qu'à moins qu'on se dise que c'est injuste qu'un cadre puisse partir à 60 ans avec une carrière plus courte, ça veut dire qu'il y avait un élément de solidarité qui ne jouait pas, mais bon, on est en phase. Donc ça veut dire que derrière, on revient sur l'élément de la deuxième partie de carrière, et je reviens tout à l'heure sur les incitations, les aides, la GPEC, les observatoires paritaires qu'il peut y avoir dans les grands groupes, dans les branches et compagnie, sur l'organisation, et faire en sorte que ces moyens-là ne soient pas orientés uniquement en fonction de la GPEC qui concerne l'entreprise, mais aussi en fonction de l'évolution de la carrière et des individus par rapport à ce problème des retraites. J'ai rien d'autre à dire. Alors sur les contacts avec les candidats au présidentiel, alors non, on ne les a pas tous vus. D'abord, on avait sélectionné, on avait sélectionné les candidats des partis qui étaient en possibilité potentiellement de faire partie d'une combinaison électorale, donc de gestion gouvernementale. Donc ça a réduit à 5. Du coup, donc extrême gauche et extrême droite, non, parce qu'ils ne sont pas dans une combinaison. Puis il y a des questions de valeur. Cheminade, évidemment, non. Dupont-Aignan, non ici. Alors on a vu François Hollande, on a vu François Bayrou, on a vu Eva Joly. Je vois demain, comment dirais-je, Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on aura un discours ou un échange intéressant sur le dialogue social, par exemple. Non, c'est un élément intéressant puisqu'il m'a envoyé la réponse aux questions. Dialogue social, c'est l'entreprise, le reste, c'est la loi. Il est quasiment sur la même position que le candidat que je n'ai pas eu l'occasion de voir de l'UMP, qui lui visiblement ne souhaite pas passer une heure en tête-à-tête avec moi parce que le rendez-vous ne s'est pas placé et que je crois ne se passera pas. Alors bon, je l'interprète quand même un signe de défiance vis-à-vis des partenaires sociaux et du corps intermédiaire en particulier, mais voilà, je le fais. Mais sur tous ces éléments-là, pour faire un peu de teasing, vous lirez tout ça demain dans l'interview excellente que je vais faire dans les écoles. Vous avouez que le numéro est assez bien fait entre nous deux. Merci à vous de votre attention et merci à vous pour ces échanges nourris, vifs et sympathiques. Merci à vous. Si vous pouvez, ceux qui peuvent rester, vous restez, s'il vous plaît, assis. Merci à Pierre Rosanvallon et François Chérec de nous avoir donné leur temps.
je voudrais dire simplement qu'en tant que président de l'Observatoire des cadres, je suis assez fier, nous sommes assez fiers d'avoir pu organiser un débat de cette qualité